Bonjour chers élèves de seconde, je vous retrouve aujourd'hui pour essayer d'avancer pas mal, puisque je me suis un petit peu trop étendu déjà sur la monarchie française et l'évolution de l'État. Donc là je vais vous proposer je pense deux vidéos aujourd'hui, sans doute un peu plus courtes que d'habitude pour essayer d'avancer un petit peu, puisque le but c'est quand même d'essayer de finir avant, avant le jeudi de l'Ascension. Et ensuite, on verra comment ça s'organise, puisque de toute façon, peut-être que le lycée rouvrira en juin, mais je suis pas sûr encore que vous soyez prioritaire. Alors, cette dernière partie du Grand 2, ça va être le fait qu'on va forger l'État moderne aussi par le commerce et l'exploration, puisqu'effectivement, les deux vont être liés. Au XVIe siècle, donc c'est la grande époque de l'exploration, notamment dominée par les Espagnols et les Portugais. Les Français, ça vous en souvenez, se lancent aussi et ils vont plutôt explorer l'Amérique du Nord, qui évidemment à l'époque est une terre complètement inconnue. Là, vous avez Jacques Cartier, le grand explorateur français, qui rencontre des autochtones, des Indiens, puisque effectivement à l'époque, on est persuadé, dans toutes les lettres que François Ier envoie à Jacques Cartier pour le missionner, qu'on est en train d'explorer la côte nord de l'Asie. Évidemment, dans la réalité, ce que les Français sont en train de créer, c'est le futur Québec, en fondant Québec, Trois-Rivières et Montréal, et en faisant des accords avec les tribus indiennes locales. Alors ces colonies, elles vont être relativement importantes en termes territoriaux, c'est les plus grandes. Elles vont ramener de la richesse, puisque on ramène de la pêche, de la fourrure, notamment la pêche à la morue, et des fourrures qui sont indispensables, hein, puisqu'on est à une époque où il y a beaucoup moins de moyens de se chauffer. Donc les fourrures sont vraiment indispensables. C'est pas forcément les colonies qui ramènent le plus d'argent, même si ce sont les plus grandes, puisque je vous avais dit, hein, ça se développe pour atteindre la côte sud des États-Unis au fur et à mesure. Les plus importantes, on va les retrouver aussi finalement en Inde avec Pondichéry et Chandernagore, qui sont donc des comptoirs français qui vont ramener des épices, et on va surtout les trouver avec la Guadeloupe, la Martinique qui ramènent les plantations de sucre. C'est de loin les colonies les plus riches, c'est ce que les Français appellent la perle des Antilles finalement. C'est les colonies les plus importantes. Saint-Domingue qui est l'ancien nom d'Haïti, hein, et de la République et aussi de la République dominicaine aussi. On commerce aussi avec d'autres pays, avec la Russie, avec l'Empire ottoman. Par contre, effectivement, forcément, ça c'est moins bien, mais ça rapporte énormément d'argent. On ramène aussi des esclaves. La France participe largement au commerce triangulaire, notamment via les ports de Bordeaux, La Rochelle et Nantes. Il y a eu un mémorial pour l'esclavage à Nantes qui est plutôt intéressant à regarder, qui a été bâti sur les quais en forme de bateau. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à Nantes, ça peut être une visite intéressante. Enfin, une fois que la barrière des 100 km aura été levée. Donc ce commerce permet à la France de s'inscrire dans la mondialisation qui est en train de naître à ce moment-là et de gagner un petit peu d'argent, voire beaucoup d'argent. Cet argent, ça va être considéré un peu comme le nerf de la guerre. On l'a dit, la France a besoin de beaucoup de ressources financières, hein, notamment pour financer la guerre. Et ça va être le travail, notamment d'un des ministres de Louis XIV, le ministre le plus connu et le plus important de Louis XIV, Colbert. Colbert, c'est le contrôleur général des finances de Louis XIV. En fait, c'est son ministre des Finances. Il va agir jusqu'à sa mort, d'abord pour Mazarin, donc le premier ministre de Louis XIV et son tuteur en fait finalement, et ensuite pour Louis XIV, et il est à l'origine d'une théorie qu'on appelle le mercantilisme. Mercantilisme, ça vient de mercantile, c'est signifie l'argent. Je vous donne un petit peu lecture de ce texte-là, qui est le document 2 page 180. Je crois qu'on demeurera facilement d'accord sur ce principe qu'il n'y a que l'abondance d'argent dans un État qui fasse la différence de sa grandeur et de sa puissance. Il n'y a qu'une même quantité d'argent qui roule dans toute l'Europe et qui est augmentée de temps en temps par celui qui vient des Indes occidentales. On ne peut augmenter l'argent dans le royaume qu'en même temps que l'on en ôte la même quantité dans les États voisins. Il n'y a rien plus nécessaire dans un État que le commerce, c'est lui qui le rend florissant. Colbert, lettres et mémoire. Là, on voit bien quelque part, dans l'esprit français, cette idée, c'est que le commerce, finalement, c'est pas forcément développer des richesses en plus, c'est surtout finalement se les approprier, et notamment jouer avec la concurrence avec les autres nations européennes.
Donc effectivement, on va avoir Colbert qui va avoir cette politique mercantile qui vise à développer économiquement le royaume en créant des manufactures, des tapisseries, hein, comme la tapisserie, la manufacture des Gobelins, qui a encore une grande faculté d'art aujourd'hui. Une série d'industries contrôlées par l'État dans le royaume. Et en dehors du royaume, puisque c'est l'époque où on va développer les grandes compagnies maritimes, comme la Compagnie des Indes orientales et des Indes occidentales, qui sont les plus importantes, puisque c'est elles qui sont connectées soit au Nouveau Monde, soit à l'Asie, donc à l'Inde et à la Chine, et aussi d'autres compagnies du Nord, du Levant, du Sénégal, qui sont destinées en fait à couvrir toutes les parties du monde et s'échanger le maximum de produits. Notamment, par exemple, c'est la Compagnie du Sénégal qui va gérer principalement le trafic d'esclaves. Donc tout cet argent, ça permet donc au pays de se développer et parfois de financer de grands travaux. À l'époque de Louis XIV, on commence à construire énormément de routes. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on commence aussi à développer la profession d'ingénieur qui existait déjà finalement de manière un petit peu archaïque. Mais c'est à ce moment-là qu'on va vraiment développer cette idée que c'est la science qui permet de développer aussi l'État, de lui apporter plus d'argent. Alors tout ça, donc la guerre, l'administration, le commerce, ça permet à la France de devenir donc un État puissant et un État qui est moderne pour l'époque. Bon, c'est le deuxième État le plus moderne à l'époque, derrière donc l'Angleterre. Donc la dernière chose qui nous restera à traiter, c'est comment les rois utilisent l'image et leur résidence royale pour aussi dominer leur territoire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis sans doute à tout à l'heure. Merci.